Il y a des hommes dont le nom traverse des générations. Ce ne sont pas les partis qui font les hommes. Ce sont les hommes qui font les partis. Son Excellence Mahaman Ousmane est le premier président démocratiquement élu du Niger. Une figure que toute une génération a vu arriver au pouvoir et qu'une autre n'a connue qu'à travers les livres et les récits de famille. Et aujourd'hui, il s'assoit face à nous et il parle. Il y a des citoyens nigériens qui sont venus me trouver pour me dire « Ah, nous savons que vous êtes victime d'une injustice. » Le jour-là, quand vous étiez levé le matin, est-ce que vous aviez un pressentiment que quelque chose allait se passer? Pour vous parler franchement, le travail est important. Quand on a un objectif, il faut s'organiser pour travailler et atteindre cet objectif avec des ressources matérielles, financières, humaines et informationnelles. Vous allez avoir le résultat. Il ne faut jamais se décourager. C'est ça mon principe. Et j'essaie de partager ces valeurs-là, justement, à la jeunesse. Un grand merci à l'ambassade de l'Italie au Niger, qui est le sponsor officiel du podcast Excellence, qui a rendu cet épisode possible. Et si vous aussi, vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire de manière vraiment très simple, juste en vous abonnant. Sans plus tarder, je m'appelle Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence. Excellence, merci d'avoir accepté de consacrer du temps à la communauté et aussi à la jeunesse. D'habitude, j'aime commencer les questions d'une manière assez forte. Mais avec vous, j'aimerais juste savoir comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je vous remercie. Magnifique. J'aimerais savoir, avant tout ce que l'histoire retient de vous, avant son Excellence Mahaman Ousmane, qui est l'homme qui se tient devant moi? C'est-à-dire franchement l'humain. Un citoyen nigérien, comme tant de millions que nous sommes dans ce cher pays. Tout simplement. Tout simplement. Je m'appelle Mahaman Ousmane. Je suis né le 20 janvier 1950, un vendredi. Ah oui? Oui. Ok. Et puis, je suis de profession ingénieur statisticien économiste. Puis, devenu fonctionnaire de l'État. Ensuite, agent public, si on peut le dire, tantôt dans la fonction publique de notre pays, au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien les administrations centrales de l'État que les autres démembrements de l'État, tels que les sociétés d'État, et sociétés d'économie mixte, etc. Puis, bon, un peu comme tant de mes compatriotes, acteurs de la société civile, comme on dit, à travers les associations, etc. Et puis par la suite, bon, acteurs politiques. Voilà. Je pense qu'on aura quand même l'occasion d'aller étape par étape pour essayer de couvrir tout ça. Pendant que vous vous présentiez, vous avez parlé de 1950. Oui. Et donc, la logique voudrait que 10 ans après, c'est l'indépendance. Nous, quand on était au primaire, on nous parlait toujours de 1960, c'est l'année de l'indépendance. C'est vrai. Mais vous avez déjà 10 ans à l'époque. Et 10 ans, Absolument. On sait un peu ce qui se passe. Tout à fait. Comment aviez-vous vécu l'indépendance? C'est-à-dire au-delà de ce qu'on entend. Comment est-ce que vous l'aviez vécu? Ouais. Mais avant l'indépendance, il y avait déjà la République, 2 ans avant, 1958. C'était déjà en ce moment-là le début d'une certaine agitation sociale et politique. 1958, il y avait le référendum. Pour beaucoup de citoyens nigériens, bon, simplifié en disant oui et non. C'est oui et non. Vous êtes dans quel cas? Vous êtes pour le oui ou bien vous êtes pour le non? Ça se résumait comme ça. Donc, il y avait beaucoup d'euphorie, beaucoup d'enthousiasme, avec d'ailleurs
moi, j'ai quelques souvenirs, puisque vous me ramenez dans le passé. Je me souviens, il y avait ma petite sœur, Elisa, qui un jour était revenue à la maison en venant du marché. Elle vient, elle trouve notre maman, elle dit « Maman, il y a des gens qui m'ont intercepté et qui m'ont demandé, moi, je suis de quel côté? Je suis avec oui ou je suis avec non ?» Alors, la vieille a réfléchi un peu. Elle dit, et comment ça s'est passé? Elle a dit, non, j'ai couru, je suis revenu vite à la maison. Elle dit, alors, maman, je voudrais savoir, si la prochaine fois encore, ces gens-là m'interceptent et me posent la même question, qu'est-ce que je vais leur dire? Oui ou non? Je suis de quel côté? Alors, la maman lui dit, si jamais un tel cas se produit, il faut leur dire que tu es du côté de Dieu. Ah, ça, j'ai aimé. Et ça l'a rassurée, la petite. Ouais. Ouais. D'ailleurs, elle va venir pratiquement ce soir ou demain, ici à la maison. Ok. Alors ça, c'est déjà 58. Vous voyez, 60 maintenant. 60, également, ça a été une période d'euphorie, d'agitation, aussi bien sociale que politique. Et là, aussi, en termes de souvenirs, nous avons le souvenir d'un certain nombre de chanteurs, dont celui, d'ailleurs, qui a été honoré il y a une dizaine de jours, ici à Niamey, à travers le baptême d'une rue qui a été inaugurée en son nom. C'est le célèbre chanteur traditionnel Al-Haji Ma'az Dan Alalo, un grand chanteur, un grand compositeur, un poète, j'ajouterais, donc qui, effectivement, nous a laissé des souvenirs, en disant, ah oui, l'indépendance, nos commandants seront nos enfants. Nos enfants seront nos commandants. L'indépendance, c'est bien. L'indépendance, c'est agréable. Mulkin kai yana da daɗi, mulkin kai yana da daɗi. Kumandodinmu mutan ƙasarmu, kumandodinmu 'yan ƙasarmu, mulkin kai yana da daɗi. Et ça dansait, ça chantait. Alors, il y avait une ambiance un peu festive qui nous avait marqué et dont vous me donnez l'occasion de rappeler ces souvenirs. En tout cas, merci. En fait, ça m'a permis un peu d'imaginer la scène. Moi, quand on parle de l'indépendance, j'imagine que les gens étaient contents. J'imagine que ça festoyait un peu partout. Oui, tout à fait, c'est vrai. Peut-être parce que, bon, ça changeait de la présence extérieure dans le pays. Parce que la présence extérieure n'a pas été toujours assez agréable. D'ailleurs, le même chanteur avait fait une chanson célèbre où il citait les façons de gérer d'un administrateur colonial qu'il appelait Bodo. Bodo, c'était un administrateur colonial qui était dans le genre de travaux forcés. Et quand il décrivait la manière dont l'administration coloniale gérait les citoyens, bon, tantôt ça fait rire, mais tantôt ça donne des émotions. Donc, surtout avec son humour, avec sa poésie, il citait les différentes couches et classes sociales. Wow. Et il citait la manière dont l'administrateur colonial là, chicotait les citoyens, pères de famille. Oui, absolument. Oui. Wow. Bodo. Il dit, Bodo, si ce n'est pas Bodo, qui c'est qui va faire travailler un lépreux dans les épines, etc., etc. Donc, effectivement, il y avait un peu cette ambiance-là. Et d'ailleurs, moi, j'étais très content de voir que l'administration actuelle a eu l'initiative d'honorer, disons, des figures comme ça qui ont marqué la vie sociale, la vie culturelle, mais aussi il y a l'aspect historique. Oui, parce que franchement,
Je pense que toute société qui avance, qui évolue, il lui faut un certain repère, à un moment ou à un autre. Absolument. Nous, franchement, à l'école, l'histoire qu'on nous racontait, c'était toujours, franchement, une histoire d'ailleurs. Oui. La nôtre, on la survolait. C'est vrai qu'on nous parlait de Saronia Mangou, etc., les résistances. Mais si on veut que cette société avance, de mon point de vue, quand même, il faudra qu'on ait un ancrage local par rapport à l'histoire, par rapport à comment les choses se sont passées. Absolument. Pour qu'on ait une certaine fierté, en fait, d'être nigérien. Tout à fait. Au vrai sens du terme. Tout à fait. Excellence, tout celui qui vous connaît, c'est que maths physique ne sont pas loin. À quel moment est-ce que vous êtes intéressé aux maths, à la science d'une manière générale? C'est venu comme ça, à travers tout simplement le cursus scolaire, le primaire, puis le lycée et la suite. Vous avez choisi d'aller faire la C? Oui, je me suis retrouvé à faire la C. Vous savez, de notre temps, hein, les choses étaient assez plus sérieuses et plus sévères. Ah ouais. Vous m'amenez à évoquer des souvenirs, là. Le primaire, je vais vous citer un. Effectivement, en juin 1962, nous avons fait le CEPE, comme on dit, le certificat d'études primaires élémentaires. Le centre couvrait toute la région de Zander. Et le jour de la proclamation des résultats, le nom de tout le monde a été cité, tous les admis. Je n'ai pas entendu mon nom. Et je suis resté dans la cour où l'inspecteur d'académie, Vincent Roerig, a fini de citer les admis et mon nom ne figurait pas. Ah, moi, qui avais toujours 10 sur 10 en mathématiques, en calcul, et tout ça, comment se fait-il qu'il n'y ait pas mon nom? Eh bien, toute la cour s'est vidée et m'a laissé tout seul. J'avais les yeux rivés sur mon maître, M. Marcel Inné, paix à son âme, qui causait avec un de ses collègues. Il tourne les yeux comme ça, il me voit. Il dit, Ousmane, monsieur Ousmane. Et il se met à rire. Il dit, ah, vous êtes encore là? Ah, je comprends. Mais vous êtes admis. Vous êtes admis. J'ai dit, oui, moi, j'ai tout trouvé, comme les enfants disent. J'ai tout trouvé. Il dit, oui, vous êtes admis. Oui, venez voir. Et il me montre une copie de la liste que l'inspecteur d'académie a eu à livrer. J'étais le deuxième du centre régional. Ah oui? Oui, c'était mademoiselle Rekia Mani qui était la première. Il dit, ah, vous avez failli être le premier. Voyez-vous, mademoiselle Rekia. Voyez-vous, donc, effectivement, ça a continué comme ça. Je me suis retrouvé au lycée national du Niger, ça s'appelait. À un moment où on prenait les 100 premiers du Niger. Ensuite, la capacité a été augmentée, et puis c'était les 130, je crois. Et puis, tout naturellement, j'ai fait la série C, j'ai fait le baccalauréat C, mathématiques physiques, et puis, voilà, c'était les matières où je me sentais à l'aise, etc. Je performais. Vous êtes quand même un homme qui était ambitieux depuis le début, parce que ingénieur, agronome, ingénieur de l'aviation et tout ça là, finalement, vous avez choisi quoi? En réalité, mon choix, tout comme les autres collègues de l'époque, on vous demande de formuler 3 choix. Mon premier choix, c'était d'être ingénieur agronome. C'était ma passion. Agronome? Agronome, ingénieur agronome. Le deuxième choix, c'était être ingénieur des travaux publics, ingénieur des TP. Le troisième choix, c'est d'être ingénieur de navigation aérienne, l'aviation civile. Ouais. Et puis finalement, nos dossiers ont été envoyés un peu en retard par rapport aux autres pays, parce qu'il n'y avait pas d'université ici au Niger. Il fallait aller là-bas.
France. Mhm. Et puis finalement, on me dit, bon, ben écoutez, vous ne pouvez pas aller là-bas, votre dossier a été envoyé en retard, mais on va trouver une université dans la région pour vous envoyer. La région, c'était soit Dakar, soit Abidjan. Mhm. Et je me suis retrouvé à Abidjan. Et là-bas, j'ai fait effectivement MP1. Mhm. L'année qui suit, nous avons démarré la deuxième année. J'étais en deuxième année. Et puis, il y a eu l'invasion de la Guinée de Sékou Touré de l'époque Mhm. par des mercenaires. Tout jeunes que nous étions, nous avons engagé ce mouvement de grève pour demander à ce qu'on nous donne des fusils et des Oui. tenues pour aller défendre le seul révolutionnaire africain que nous admirions, Mhm. Ahmed Sékou Touré. Haya, haya, haya. Les Ivoiriens préparaient à l'époque des élections. Mhm. Ils ont dit, il ne faut pas que les jeunes là nous gâtent les affaires. Ils nous ont tous répartis dans nos différents pays respectifs. Les uns en Haute-Volta, les autres au Dahomey, nous ici au Niger, et puis il y avait les Togolais aussi, Mhm. etc. Et puis moi, les autorités nous ont gérés à leur manière et nous ont répartis dans les autres coins. Mhm. Moi, je me suis retrouvé à Porto Novo, Ok. oui, au Dahomey de l'époque. Mhm. Et Le Bénin actuel. le Bénin actuel, Mhm. à la capitale, Porto Novo, où je me suis retrouvé dans une des chambres, dans une chambre qui était un bureau de l'Assemblée nationale. Quand je sors de ma chambre d'étudiant à Porto Novo, je fais un pas, c'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Dahomey de l'époque. Ah oui. Oui, mais le pays était géré par un triumvirat. Le pays était devenu ingérable. Mhm. Il a fallu prendre les 3 anciens chefs d'État pour dire vous formez le conseil présidentiel. Aoma Degbe, Hubert Maga et Souroumigan Apiti. Un conseil présidentiel. Nous étions là-bas. Ok. C'est là-bas que j'ai eu mon maths physique 2. Mhm. Et puis par la suite, nous sommes retrouvés là-bas en France. Et on a continué toujours mathématiques physiques. Mhm. Ouais, licence, maîtrise, etc. Statistiques, informatique, ensuite économie, etc. Quels étaient vos moments, enfin les moments qui vous ont le plus marqué en France? J'imagine peut-être le premier jour, c'est-à-dire quand vous venez en France, un Nigérien, c'est vrai, vous êtes parti en Côte d'Ivoire, au Bénin, mais en France, c'était quoi le premier jour, pour commencer? Oh, le premier jour, là aussi, hein, il y a beaucoup à dire. Nous étions 3 ou 4 arrivés là-bas, Nigérien, Nigériens. ok. On nous a accueillis, on nous a hébergés. Mhm. Et puis, avec le froid qui prévalait à l'époque, Mhm. nous sommes endormis. Et puis, vers 10h, 10h30, on se réveille et puis on est perdu. On ne sait pas quoi faire. On a demandé à l'administration de locaux, l'Office de coopération universitaire, je crois que ça s'appelait à l'époque, Mhm. locaux. Et on a dit, voilà, nous cherchons où est-ce qu'on va manger. Alors on dit, manger? Mais il n'est pas l'heure, il n'est pas chose. Je dis, oui, oui, mais nous, c'est maintenant que... Ah, c'est maintenant que vous vous réveillez. Vous venez de l'Afrique. Ah. Elle dit, oui, oui. Je dis, bon, écoutez, il faut passer, traverser la rue, puis vous avez là des trucs où vous pouvez acheter à manger en attendant l'ouverture du restaurant. Mhm. Et puis, nous sommes rentrés dans une boucherie. Et puis, on a demandé du pain. Les gens se sont mis à nous regarder comme comme des extraterrestres et ils se sont mis à rigoler. Oui, mais c'est une charcuterie ici. C'est du cochon. Bon, ça. Oh là là, ça a été un moment Mhm. un peu... Oui, c'était la surprise, c'était l'étonnement et puis le fait de ne pas être habitué à un tel milieu. Oui, oui. Ouais. Parce que c'était, j'imagine, quand même très différent. Ah oui, très différent. Surtout le plan social, le plan, Oui, même la structure de la ville et tout le reste. absolument. Et les moments marquants, peut-être les rencontres en France.
Lesquelles rencontres? Par exemple, il y a eu le président Kounché Ah, qui était parti en France. oui, Oui. oui, oui. Et c'était Oui. comment la rencontre en ce moment Vous précis? savez, le président Kounché, il est arrivé à la tête du Niger le 15 avril 1974. En juillet, étudiants que nous étions, il y a eu un changement dans le pays, tout ça, nous sommes descendus. Et c'était très bien tombé parce que 48 heures après, il y avait une conférence qu'ils organisaient, lui et ses collègues du Conseil militaire suprême de l'époque. Hmm. Et puis on était partis, c'est là où beaucoup d'entre nous ont découvert donc le général Seydi Kounché avec ses collègues militaires qui ont décidé de faire une rencontre avec la jeunesse. Mhm. On était jeunes, moi j'avais 24 ans. Et Ah, vous, on a assisté à ça. Et la deuxième rencontre avec lui, c'était l'année qui a suivi. hmm. Vous avez d'ailleurs là une photo qui illustre cette rencontre avec lui, Oui. à la résidence des chefs d'État du Niger à Paris. Ah, il y avait Ouais. une résidence pour les Ah chefs. oui, Ok. depuis le président Diori. Ok. Oui. Bon, la plupart des chefs d'État des pays francophones d'Afrique Hmm. donc, avaient des résidences là-bas pour leur séjour, etc. Hmm. Le président Kounché, moi je me souviens, hein, les parents ils en parlent, les tontons ils en parlent. Dès qu'on évoque le nom, c'est-à-dire chacun a des histoires. Et vous l'avez côtoyé. Oui, ça a été la deuxième rencontre que je viens de vous dire, celle Mhm. qui est là à l'image. Oui, oui. Oui, je l'ai rencontré, effectivement. Il est comment, le président Kounché? Oh, il est rigoureux. Oui, il est rigoureux, précis Ok. et, bon, ferme. Hmm. Je me souviens d'ailleurs, vous allez me faire beaucoup parler, hein. Je me souviens, au cours de cette rencontre, j'étais membre du bureau de l'ASNF, l'Association des étudiants et stagiaires nigériens en France. Mhm. Et puis, j'avais fait une intervention. Il a dit, comment jeune homme? Qu'est-ce que vous dites là? J'ai dit oui, j'étais en train d'expliquer qu'au niveau de notre commission des affaires sociales et culturelles, j'étais secrétaire des affaires sociales et culturelles Mhm. et tout ça. Et puis, il y avait Haruna Monkaila, qui était un de ses secrétaires d'État à l'époque, qui n'était pas encore ministre, qui a fait comme ça. Le président Kounché a dit oui. Il dit oui, ce que le jeune homme vient de dire là, monsieur le président, il a rappelé leurs principes. Oui, vous savez, c'est des étudiants. Mhm. Et puis, ils fonctionnent avec des principes dans leur statut, dans leur règlement intérieur. Mhm. Il dit c'est ça que le jeune homme là a expliqué compte tenu de la situation qui sont ici. Mhm. Et puis, Kounché a dit ah, ah bon, c'est leur principe. Il dit oui. Il dit bon, continuez, jeune homme. C'est pour ça que je garde cette photo-là comme souvenir. Ouais. Alors vraiment, c'est quelqu'un de rigoureux, Mhm. mais attentif et compréhensif aussi. Mhm. 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 Alors, nous en grandissant, en fait, je suis jeune, donc en fait, j'essaie, si vous voulez, à travers ce petit échange, de comprendre Ouais. qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. En grandissant, quand on voyait les gens, c'est-à-dire être actifs dans l'engagement public, appelons ça comme ça, on trouvait ça bizarre. Pourquoi est-ce que quelqu'un va se lever demain et puis dire que bon, voilà, moi je suis là pour les autres? Vous, vos débuts étaient comment dans l'engagement public? C'était association? C'était quel format? Vous savez, bon, je vais vous parler de mon cas. Mhm. Vous savez, moi, depuis l'enfance, un jour, je racontais, on se remémorait de notre jeunesse avec des amis. Mhm. Mon premier discours public, je l'ai fait en 1980.
1957. Ah ouais. J'étais au CP2. Un discours. Discours. Le maître nous a fait sortir de la classe. Et puis, il nous a organisés. Et puis, il a regardé comme ça, il dit, Ousmane, viens ici. Je suis venu. Il dit, voilà, vous allez répéter telle chose, telle chose, telle chose. Et demandez à vos camarades de répéter. Vous savez, c'était quoi? Non. C'était une chanson. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec les doigts à la mode, etc., etc. Ah, ça c'était déjà à l'âge Ah oui, 7 ans. CP2. Je ne sais pas pourquoi le maître m'a choisi. Nous étions nombreux dans la classe. Mais il m'a pointé comme ça. Et puis, c'est parti. Ce que j'évoquerai aussi, comme vous dites, qu'est-ce qui amène les gens à 1970. Nous étions en vacances à Zander, comme tous les jeunes Nigériens. Pendant les vacances, chacun va chez lui. Et puis, comme ça, on organisait des activités de vacances, etc., etc. Et puis, une assemblée générale a été tenue de tous les scolaires de la région de Zander, dans l'actuelle maison des jeunes et de la culture de Zander. Et puis, ils m'ont élu président de l'Union des scolaires de Zander, USZ. Je ne peux pas vous expliquer comment c'est arrivé. Ça se passe comme ça, des fois, bon. Mais avec du recul maintenant, quand vous regardez, était-ce selon vous le destin qui se manifestait? Parce que parmi les élèves, on vous choisissait vous, ok, et toujours vous. Et toujours c'est pour prendre une position de leadership. Ah, c'est pas toujours. Là, c'était au primaire. Hein? Et en 70, bon, on était déjà à l'université. Voyez-vous, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes choses. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui. Mais vous le faisiez bien quand même. Vous savez quand on vous mettait devant. Je pense, comme toujours. Quand je ne fais pas quelque chose, je le dis et je justifie. Si par contre, je sais que je peux le faire, bon, j'accepte et je le fais. Je veux savoir, et ça c'est vraiment une curiosité qui émane de moi, comment on crée un parti politique, ou bien comment on crée un parti politique? Bon, d'abord, pour créer un parti politique, il y a un cadre légal, un cadre juridique tracé par et la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, ou des textes y tenant lieu. Puis ensuite, les décrets d'application. Et là-dedans, toutes les mesures sont définies par ces textes-là. Et maintenant, les citoyens, bon, en fonction de ces textes, maintenant prennent des initiatives. Pour ceux qui veulent en créer, donc ils doivent se conformer à ces dispositions encadrées par la loi. C'était comme ça que CDS Rama a vu le jour? Oui, CDS Rama a vu le jour, si vous voulez, à partir du moment où le président français de l'époque, ça doit être Mitterrand, je crois, François Mitterrand, avait, lors d'une conférence entre la France et ses anciennes colonies, là, à La Baule, disons, annoncé une décision qui consiste à demander aux différents États qui sont des États partenaires avec la France de démocratiser leur gestion, de faire en sorte
que les régimes qui sont en place dans ces pays-là soient des régimes qui sont élus par leur population. OK. Et ils ont assorti ça, je crois, d'une certaine menace, en disant désormais, notre assistance, notre aide au développement et nos relations seront conditionnées par le respect de ces procédures-là. Et ils justifient ça par le fait que les fonds publics de leur pays, la France, qu'ils mettent à la disposition de ces États, sont des fonds qui sont des fonds des efforts de leur population. Et ces populations-là ne veulent pas voir que l'argent, leur patrimoine, leur argent, ceux qu'ils ont mis à la disposition de leur gouvernement, de leurs gouvernants, donc soit dépensé auprès des pays qui, eux, ne respectent pas ces règles du jeu-là. Ils ont dit, même nous, l'aide qu'on vous apporte là, c'est le fruit du labeur de nos populations. Or, nous-mêmes, ce sont ces populations-là qui nous élisent. Donc, ils n'acceptent pas qu'on continue à vous soutenir, à vous aider pour que vous vous développiez. Donc, sans que vos populations ne vous aient choisi, ne vous aient élu, sans que vos populations ne contrôlent la manière dont vous gérez votre pays. Oui. Donc, voilà l'idée. Donc, le sommet de la Bonne a été en résumé, cela grosso modo. Et donc, les différents pays ont été, disons, requis, s'ils veulent continuer à coopérer avec eux, donc d'avoir des gestions démocratiques. Donc, il faut avoir des partis politiques, il faut avoir des organisations de la société civile, il faut organiser des élections, il faut organiser des compétitions électorales. Et maintenant, ce sont ceux qui auront été choisis par leur peuple, donc qui seront leurs interlocuteurs. Ce sont ceux-là donc qu'ils vont aider, puisque tout ça, il y a justement une sorte de chantage, une sorte de menace. Oh, si vous n'organisez pas des élections, donc on ne va pas vous aider. Parce que nous-mêmes, nous sommes là parce que nos populations nous ont élus. Donc, si vous voulez que nous coopérons, vous aussi, vous devez avoir une légitimité populaire. Voilà en résumé l'élément qui a, disons, eu des impacts, notamment au niveau des pays francophones. Alors, pour notre cas, au cas du Niger, le président Ali Chebou, de retour du sommet de la Baule, donc avait dit, écoutez, on n'arrête pas le cours de l'histoire. Donc, étant donné que c'est devenu ainsi, nous allons aussi démocratiser. Et c'est comme ça que la situation qui prévalait avant, sous le régime du Conseil militaire suprême, donc a évolué, donc avec d'abord un texte sommaire qui fixait quelques règles pour créer un parti. Pour dire, voilà, pour créer un parti, il faut ceci, il faut cela, etc. En disant que c'est provisoire. Et que maintenant, progressivement, il y aura des textes plus élaborés qui vont permettre, effectivement, disons, de créer des partis politiques de manière légale, avec des contrôles au niveau des organes compétents de l'État. Donc, voilà comment, disons, la démocratie est revenue par ce canal-là. J'aime bien le mot « revenu » parce que à un moment, le général Kontché, il avait commencé des réflexions allant dans le sens du parti unique. Alors, vous l'avez côtoyé. Bien sûr. Voilà. Pensez-vous qu'il avait une vision avec l'idée du parti unique en ce moment-là? Ah, le président Kontché a une vision. Absolument. Il a une vision claire, affichée. Bon, mais évidemment, étant de formation militaire, il a une vision
avec des perspectives pour ce pays-là. Ah oui, absolument. Ce n'est pas par hasard que le processus de la société de développement là a été mis en place. C'est bien réfléchi, bien pensé, discuté au niveau des différentes souches et couches de la société. Et ça a abouti à ce cadre-là qui prévalait à l'époque. Oui. Seulement, il n'avait pas, lui, à son temps, franchi le pas. Il a fallu qu'après sa mort, qu'il y ait ce sommet de la Baule, comme je vous disais, et que dans tous les pays francophones, bon, ça s'était élargi à tous les pays. Et pratiquement, presque tous ont emboîté le pas. Oui, oui. Quand on parle de vous, il y a toujours, enfin, je pense que c'est même l'élément principal qui revient, c'est que vous êtes le premier président démocratiquement élu du Niger. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le plus jeune aussi en Afrique. Ah oui. Oui. C'est ce que beaucoup disent, oui. Bon, là, j'ai bien envie que vous nous rameniez le premier jour en tant que président, président de la République. Le premier jour, en fait, comment avez-vous vécu l'expérience dans le palais présidentiel? D'abord, le premier jour, je ne suis pas rentré au palais. Quand les élections sont terminées, on a fait un premier tour. Je crois que nous étions une dizaine de candidats. Tanja et moi, nous sommes arrivés, lui premier, moi second. Il a fait une alliance d'un côté, moi j'ai fait une autre alliance de mon côté. Et puis, bon, nous sommes repartis pour faire le second tour. Et à l'issue du second tour, bon, Dieu a fait que c'est moi qui ai gagné. Et évidemment, vous savez, dans des situations comme ça, c'est le passage d'un régime militaire à un régime civil. Donc, il y a tout un processus pour mettre ça en place. Une véritable transition entre une administration qui est là en place et une autre administration qui va s'installer. Avant, dans le cadre de la société de développement, il y a pas plusieurs partis. C'était juste un seul cadre unique pour tout le monde. Mais maintenant, une fois que les partis ont été créés, que les règles du jeu ont été définies, que les compétitions ont été menées, donc l'administration qui va être mise en place sera celle du parti ou des partis qui ont gagné les élections. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, quand j'ai été élu, bon, évidemment, je suis venu ici, dans ma même résidence, continuer à résider. Il a fallu un certain temps. Nous avons échangé avec le président qui était en poste à l'époque, le président Ali Seibou, qui m'a passé le pouvoir. Parce que lui aussi avait été élu, mais lui, dans le cadre d'un parti État, d'un parti unique. Et, bon, alors là, c'est toujours ma curiosité qui me pousse à poser ces questions. Ne vous gênez pas. C'était quoi la première décision que vous avez prise en tant que président, si vous vous souvenez? Vous me posez une question difficile, là, parce qu'il y a beaucoup d'années qui se sont passées, etc. Bon, l'une des premières décisions, c'est d'abord le fait de mettre en place un cabinet. Un cabinet. Un directeur de cabinet avec quelques conseillers et puis quelques agents pour vous accompagner. Ça, c'est l'une des premières décisions. Et parmi les premières décisions, il y a également la formation d'un gouvernement. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, il y a eu d'un côté et de l'autre les deux candidats qui sont partis au second tour des élections, évidemment, il faut associer les partis qui ont soutenu votre candidature, qui ont soutenu votre programme. Les partis avec lesquels vous avez un programme et une vision commune sur un certain nombre de grandes questions touchant la vie de la nation. Voilà. Donc ça a nécessité quelques temps, oui, pour les conciliabules, pour également
la nomination d'abord d'un chef du gouvernement, puis ensuite, avec le chef du gouvernement et les leaders des autres partis, donc que vous trouviez un consensus. Ok. Voilà. Pour d'abord la formation du gouvernement lui-même, les différents postes ministériels, ensuite les différentes personnalités pour animer ces postes ministériels-là. Ok. Parce qu'en fait, il y a une question que j'allais poser juste après, c'est que est-ce qu'on a vraiment le choix par rapport à ceux qui nous entourent quand on devient tout de suite président? Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des alliances qui se font. Un premier tour qui se fait, les deux premiers, normalement, ils se confrontent juste après. Et après, en fonction des alliances, c'est-à-dire, supposons que aujourd'hui, par exemple, deux amis m'ont soutenu. Demain, c'est-à-dire, c'est avec eux que je vais, en quelque sorte, gérer la nation. Est-ce que c'est comme ça que ça se passait? Et comment est-ce qu'on choisit son entourage? Est-ce que c'est à nous que revient le choix de ceux qui nous entourent? Mais ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas un problème personnel. Ah oui. C'est un problème institutionnel. Il s'agit d'institutions. Par exemple, un premier ministre, pour le nommer, il y a des règles. La constitution de la Troisième République avec laquelle nous avons commencé prévoyait que le Premier ministre soit issu d'une majorité à l'Assemblée, de la majorité à l'Assemblée nationale. Ah d'accord. Et la majorité soutient l'action du gouvernement. Donc, pour faire les lois, il faut qu'une majorité se dégage à l'Assemblée nationale. Et pour qu'une majorité se dégage à l'Assemblée, il faut que les partis qui sont à l'Assemblée nationale s'accordent pour soutenir le projet de loi soumis par le gouvernement ou la proposition de loi soumise par les députés. Voilà pourquoi, d'abord, ce n'est pas tant le problème d'individu, le problème de personne. Il y a d'abord les questions d'ordre institutionnel, d'ordre constitutionnel et puis d'ordre réglementaire aussi, qu'il faut régler. Et ensuite, maintenant, on va au choix de personnes. Voilà. Et étant donné que, vous avez travaillé ensemble pour obtenir un résultat, c'est tout à fait normal que ensemble, aussi, vous examinez et vous exploitez ces résultats-là. Voilà. Et puis, des propositions sont faites de personnes, n'est-ce pas, hommes, femmes, pour occuper tel poste ou tel autre poste de responsabilité. En fonction des profils, en fonction des expériences, en fonction, etc., etc. En fonction aussi, disons, des situations qui prévalent à l'époque. Et il arrive aussi que les avis divergent à un moment. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur la question des choix des personnes. C'est l'une des questions les plus difficiles dans la gestion, vous savez. Ah oui. Que ce soit pour un pays, pour un gouvernement, ou même pour une société, par exemple un chef d'entreprise, le choix des personnes est très important pour, disons, son entreprise. Surtout à des... Parce qu'un chef d'entreprise, une entreprise, c'est quoi? On rassemble des ressources matérielles, des ressources financières et des ressources humaines pour faire tourner l'entreprise, pour faire tourner la société et lui permettre d'atteindre ses objectifs en produisant, etc. etc. Les ressources financières, c'est important. C'est important. Mais, disons, ce n'est pas déterminant. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas déterminant pour les ressources matérielles aussi. Bien souvent, elles sont là, c'est des ressources, c'est des bâtiments, c'est des matériels, c'est des machines, etc., etc. Mais pour que tout ceci se mette au travail et atteigne les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire fabriquer un produit ou un service et le mettre au service des utilisateurs, il faut l'homme, il faut les hommes, il faut les personnes.
Et c'est pour cela que le choix des personnes est un élément important. Pour faire simple, pour que vous compreniez facilement, d'abord, il y a le gouvernement à mettre en place à l'issue des élections. Et là, c'est politique, c'est au niveau des formations politiques qui ont eu la majorité à l'Assemblée en fonction de la constitution qui était là en place et en fonction des différentes compétences qu'il faut pour que le programme que vous vous êtes donné ensemble puisse être exécuté efficacement et obtenir les bons résultats. Donc, le Premier ministre, une fois nommé, propose donc au chef de l'État, disons, une liste de personnes, de personnalités pour occuper les différents postes ministériels. Et c'est en ce moment, évidemment, qu'un équilibre est trouvé entre les formations politiques qui ont concouru à la victoire et également les différents rapports de force entre elles et la composition également politique de l'Assemblée nationale. Parce que le Premier ministre doit avoir le soutien de la majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, aucune loi ne pourra être adoptée. Effectivement. Voilà. Donc, pour s'assurer du soutien des députés à l'Assemblée, donc il faut faire en sorte que les formations politiques qui ont concouru à faire élire ces députés-là, ben, ce sont elles qui doivent aider, n'est-ce pas, à fournir les futurs ministres. Oui, naturellement. Voilà. Donc, le schéma, c'est un peu ça. Ok. Alors, la jeune génération peut-être n'est pas si à l'aise avec le terme, peut-être ne connaît pas le terme. Quand on parle de cohabitation. Ah, la cohabitation. La cohabitation. Eh bien, ce mot cohabitation, là, c'est surtout en France que ça existe. Ah, d'accord. D'abord, dans un premier temps. Parce que leur constitution est une constitution qui prévoit les situations où, entre celui qui est élu par l'ensemble du peuple au sommet de l'État, donc président de la République, et celui qui est nommé parce que il peut disposer d'une majorité au Parlement. Donc, vous avez là deux légitimités différentes. Oui. L'un est élu au suffrage universel direct, l'autre est le résultat de l'élection au niveau des différentes circonscriptions électorales législatives. Donc, au niveau des différents députés qui se retrouvent à l'Assemblée et qui constituent une majorité d'un côté et une opposition de l'autre. Donc, le Premier ministre doit être issu de la majorité à l'Assemblée nationale. De manière à ce que s'il propose des lois, donc la majorité ne lui fasse pas de difficultés. Donc, il y a une harmonie. Ah oui. Voilà. Alors, lorsque le président de la République et le Premier ministre sont issus soit de partis différents, soit de coalitions différentes, eh bien, on dit qu'il y a cohabitation. Parce que le président de la République, à ce moment-là, n'a pas la majorité à l'Assemblée. Si c'est le Premier ministre qui a la majorité à l'Assemblée, le Premier ministre forme le gouvernement et il continue à bénéficier du soutien de l'Assemblée nationale qui l'a proposé. Oui. Voilà. Donc, par contre, s'il n'y a pas une situation comme ça, si c'est un même parti politique, ou si c'est plusieurs partis politiques qui se sont regroupés et qui se sont entendus pour proposer le Premier ministre, donc ces partis disposent d'une majorité à l'Assemblée, et cette majorité est une majorité aussi qui est favorable
au président qui lui est élu au suffrage universel direct par tous les citoyens. Donc, ça marche sans difficulté. Parce qu'il n'y aura pas de problème entre le président et le Premier ministre. Mais par contre, si pour une raison ou pour une autre, le président perd la majorité à l'Assemblée nationale, et si une coalition se forme et qui n'est pas favorable au président, eh bien, étant donné que l'Assemblée contrôle l'action gouvernementale, eh bien, on est dans le cas que vous avez dit, le cas de cohabitation. Ils cohabitent. L'un est issu d'une légitimité qui vient du suffrage universel direct. C'est le président de la République, chef de l'État. L'autre est issu d'une majorité qui est issue du Parlement. Ce sont les députés donc, qui le soutiennent. Donc, et il n'est pas élu au suffrage universel direct. Donc, ce sont deux légitimités qui habitent ensemble, d'où le mot cohabitation. Mais qu'est-ce qui arrive au gouvernement quand il y a cohabitation? Est-ce que tout est paralysé, rien n'avance, aucune décision n'est prise? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Si entre le président de la République et le chef du gouvernement, il n'y a pas d'harmonie, pour une raison ou pour une autre, eh bien, évidemment, quand le Premier ministre va soumettre quelque chose à l'Assemblée, ça va passer. Mais si ça passe à l'Assemblée, le président qui, lui, est au-dessus des institutions et qui doit promulguer la loi que l'Assemblée a votée, s'il ne promulgue pas, ça pose problème. J'imagine bien. Et la même chose, si le président veut également faire passer un texte, et s'il ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée, ben, l'Assemblée va rejeter ce texte. Ce texte ne passera pas non plus. Donc, il faut nécessairement une harmonie, une entente au niveau de ces deux légitimités au cas où elles ne sont pas issues d'un même parti ou d'un même groupe de partis qui se trouvent tantôt à l'opposition, tantôt à la majorité. Mais ça, c'est une particularité que l'on trouve dans la Constitution française, que nous avons imitée ici au Niger et dans beaucoup d'autres pays aussi. Ce qui fait que, bon, des fois, ça amène des problèmes dans nos pays. Nous, effectivement, on a connu une cohabitation, mais quand vous allez en France, bon Dieu, ils ont connu plusieurs cohabitations. Et comment ça se gère? Comment ça se gère en tant que président, une cohabitation? Ça se gère péniblement. Ça se gère péniblement. Je me souviens, juste une anecdote. Un jour, nous étions en cohabitation. Mon premier ministre, c'était Hama Amadou. Et nous sommes arrivés pour accueillir un des chanceliers allemands qui était de passage ici à Niamey pour continuer vers l'Afrique du Sud. Alors, nous sortions d'un conseil des ministres houleux. Et puis, donc, quand il est arrivé, il nous a regardé, il a regardé nos visages et tout ça. Et puis, il a aussi, avant de venir, vous savez, les gens s'informent sur la situation d'un pays, ses institutions, le mécanisme de leur fonctionnement et les hommes qui sont en place. Alors, donc, il y avait un certain silence. Et puis, bon, pour briser l'atmosphère, il dit, bon, nous savons que ici au Niger, vous faites comme chez nous en France. Oui, comme chez nous en Europe, mais en France, vous êtes en situation de cohabitation. Il dit, oui. Il dit, moi, je suis spécialiste de la cohabitation. Soyez à l'aise. Il dit, pendant que lui était chancelier, donc il y a eu la cohabitation en France entre
Chirac, entre Mitterrand et Chirac. Puis, il y a eu la cohabitation entre Mitterrand et un autre, etc., etc. Il a cité. Il dit donc, soyez à l'aise. Nous sommes habitués à travailler avec des gens qui, à un moment donné, n'ont pas la même vision politique. Alors, évidemment, ça a décrispé un peu l'atmosphère. Et puis, l'entretien a commencé, etc. Ça, c'est une particularité, effectivement, de la France. Excellence, quand vous arrivez au pouvoir, le Nord était en guerre. Le Nord. Le Nord était en guerre, avec la rébellion et tout cela. Et ça, c'est franchement un exploit. Vous arrivez, j'essaie d'imaginer comment c'est possible, un rebelle qui est là pour des intentions néfastes, comment on arrive à le ramener à la raison? Comment on négocie avec un rebelle? Comment vous aviez fait? Il suffit tout simplement de se convaincre, d'abord, du fait que nous sommes tous des fils d'un même pays. Aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont à l'opposition ou ceux qui sont en rébellion. Même les rébellions armées. C'est tous les enfants d'un même pays. Une fois qu'on a cette conviction et qu'on se dit qu'il est nécessaire que tous les enfants d'un même pays trouvent les mécanismes qui leur permettent de travailler ensemble pour l'intérêt général, en mettant de côté les intérêts particuliers. Une fois que cette conviction est obtenue, il faut maintenant la mettre en œuvre en pratique. Okay. Mais une fois que on sort de ce cadre-là, c'est des difficultés, c'est des problèmes. Parce que tant que les personnes ne se comprennent pas, tant qu'ils n'acceptent pas chacun de faire un pas vers l'autre, ils ne peuvent pas construire quelque chose ensemble. Donc, celui qui a le rôle principal a la responsabilité de faire en sorte que les uns et les autres se comprennent. Au moins sur un minimum. Et puis, travailler sur cette base. Et progressivement, avancer. Pour l'intérêt général. L'intérêt général. Pour l'intérêt général. Ok, donc j'imagine qu'il y avait des méthodes que vous aviez essayé d'appliquer. Bien sûr. Par exemple, en un premier temps, au lieu de diviser pour régner, cette fois-ci, associer pour mieux convaincre. Bon, je vais inventer ça, mais... Oui, en résumé, c'est ça. Ok. En résumé, c'est ça. Mais il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de tact. De tact. Oui. Parce que vous gérez des hommes, vous gérez des personnes. C'est différent de gérer de l'argent, c'est différent de gérer des ressources matérielles. Effectivement. Qui sont inanimées, n'est-ce pas? Mais les hommes, les personnes réfléchissent. Donc il faut prendre ça en compte et faire en sorte qu'on amène les uns et les autres à avoir un minimum de compréhension partagée et à évoluer ensemble pour l'intérêt général. Et comme ça... Toujours. Mais ce n'est pas facile. Bien. Pour la petite histoire, vous savez, au tout début de cette rébellion à laquelle vous faites allusion, c'était un seul front qui est apparu, le front de libération de l'Aïr. Et puis, chemin faisant, on essayait de gérer la question. Tac, on apprend qu'il y a un autre front qui est créé. Le premier, c'est le FLA. Et le deuxième, c'est le FLA-A. Le Front de libération de l'Aïr. Maintenant, il y a un autre qui sort, Front de libération de l'Aïr et de l'Azawak. Ok. Oui. On avance encore, on essaie de faire en sorte qu'on les amène ensemble, puisque c'est un seul et même pays. C'est notre pays à nous tous. Il faut se retrouver ensemble et travailler. Bon, on a réussi à rapprocher les uns et les autres et à avancer. Et puis, tac, encore un autre front se crée. Parce qu'entre eux, il y a des divergences. Ils ne se sont pas entendus sur X ou sur Y.
Et encore, ça créent se divise encore. Ils pratiquent ou ils vivent le phénomène de sissiparité, où un même organisme finalement se transforme en plusieurs organismes différents. Et puis, bon, vous êtes obligés de prendre ça en compte, d'écouter les uns et les autres et de leur faire comprendre la nécessité de se retrouver ensemble. C'est comme ça qu'on nous sommes passés de FLA, FLAA, ensuite de FLT, etc. Finalement, on a constitué l'organisation de la résistance armée. Puis ensuite, ou avant, la coordination de la résistance armée. Aura, CRA, donc pour arriver ça a pris du temps, péniblement à l'accord de paix du 24 avril de l'année en question. À l'origine de la journée de la Concorde. Qui est à l'origine absolument de la journée de la Concorde. Que finalement les gens semblent oublier. Ou, mais après, on voit qu'il y a du travail derrière. Absolument. Ouh là là. Absolument. Excellence, j'aimerais que vous nous rameniez un peu en arrière pendant la journée du coup d'État. J'imagine que c'est peut-être pas facile à raconter. Mais les gens, en fait, à chaque fois quand on parle de coup d'État, ils pensent à quelque chose de violent, quelque chose d'armé, quelque chose de, vous voyez, de chaud, si on peut le dire. Le jour là, quand vous étiez levé le matin, est-ce que vous aviez un pressentiment que quelque chose allait se passer? Pour vous parler franchement, je dirais que non. Non. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de motif. Parce que la vie d'un pays, chaque jour que Dieu fait, il y a toujours des problèmes. D'une manière ou d'une autre. D'un groupe ou d'un autre. Oui, mais ce sont des problèmes qui généralement trouvent des solutions. Et puis, à chaque jour suffit sa peine. Ben, tous les coups d'État qui se déroulent... aucun pressentiment, c'est-à-dire... Ah si, on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun pressentiment. Je vous dis, tous les jours que Dieu fait, un pays est confronté à des tas de problèmes. Des problèmes de personnes, des problèmes d'institutions, des problèmes sociaux, des problèmes de toutes sortes. Oui. Maintenant, certains problèmes réussissent à être circonscrits, ben, d'autres problèmes conduisent à des débordements. Et des fois à des drames. Oui. Pas nécessairement dans le domaine politique, mais dans tous les domaines. C'est vrai, c'est vrai. Oui, la vie est ainsi faite. Mais la journée, là, ça s'était passé comment? Ben, nous étions, je crois, à la fin d'un congrès. Et nous étions en carême d'ailleurs. Et puis nous étions au palais des congrès lorsque nous avons entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, sur le palais même, il y a eu des tirs sur le palais et puis sur les environs. Et puis, bon, surprise, tous les congressistes étaient là et tout le monde était surpris, étonné, etc. Et puis, bon, on a découvert que c'est un coup d'État. Les militaires ont décidé de prendre le pouvoir. Mais comment on découvre que c'est un coup d'État? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a un coup d'État qui se passe? Ah ben oui, mais à partir du moment où vous entendez un coup de feu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ben, vous êtes obligé de vous poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout quand c'est un groupe de personnes ou une institution qui prend la décision de poser ces actes-là, ça ne se cache pas. Oui. Ils sortent eux-mêmes, ils prennent leurs responsabilités, ils assument l'acte qu'ils ont posé. Et c'était ce qui s'était passé. Ils vous ont dit, Excellence. En fait, j'essaie d'imaginer. Les gens imaginent des choses, les gens disent des choses. Mais moi, j'ai envie que vous me dites exactement, c'est-à-dire comment ça s'était passé. Ils vous ont informé que c'était un coup d'État.
il y a certains qui racontent que c'était violent. Est-ce que ça l'était vraiment? Violent, bon, c'est difficile à dire. Mhm. Il y a eu des morts. Ah oui. Il y a des personnes qui ont perdu la vie. Ah ouais. Parce qu'à partir du moment où la force Mhm. est utilisée, tant que ce n'est pas bien maîtrisé, Mhm. ça peut nécessairement conduire à des dérapages comme ça. Donc, il y a eu des morts, par exemple. Mhm. Et de votre côté, comment ça s'était passé après le coup d'État? Après, Oui, c'est-à-dire non, après les que le coup... militaires qui ont pris le pouvoir à l'époque, Mhm. sous la conduite donc du président Barré, Mhm. ils ont fait une déclaration et ils ont dit les raisons pour lesquelles eux ont estimé qu'il faut qu'ils interviennent, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Oui, Mhm. ils ont assumé, ils ont déclaré, tout le monde est informé. Mhm. C'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, pratiquement, en tout cas dans ce pays, tous les coups d'État qui se sont déroulés plus ou moins presque selon les mêmes schémas. À Un chaque fois. groupe de militaires, oui, décide de prendre le pouvoir. Ils sont Mhm. sortis, ils ont pris le pouvoir. Le président Kounché, avec son équipe, a agi comme ça avec le régime du président Diori. Mhm. Oui. Le président Barré, lui aussi, son accession, c'était la même chose. Mhm. Après lui, euh, le commandant Daouda Malawaki, Mhm. c'est pareil, n'est-ce pas? Mhm. Après lui, euh, le commandant Salou, lui aussi, c'est pareil. Pour la situation dans laquelle nous sommes actuellement, et le général Chani, lui aussi, c'est pareil. Mhm. Et je vous dis, dans tous les pays du monde, c'est presque de la même manière que les changements de pouvoir par la force se déroulent. Mhm. Mhm. À quelque chose près, en fonction du contexte, en fonction de la situation et en fonction aussi des personnes en place. J'ai bien envie qu'on parle de votre ouvrage. Vous avez De, écrit, de votre ouvrage, vous avez écrit un livre, oui, Refonder la gouvernance démocratique au Niger. oui. Normalement, c'est en 2002. OK. À l'époque, c'était quoi la motivation? La motivation, c'était tout simplement pour partager, notamment avec mes propres concitoyens, Mhm. avec les Nigériens d'une manière générale, et particulièrement avec les jeunes. Mhm. Ma modeste expérience, ma modeste pratique, Mhm. de manière à ce que les uns et les autres comprennent les éléments importants qui conduisent à faire avancer un pays. Mhm. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices Mhm. pour qu'un pays avance. Des sacrifices comme quoi, par exemple? Sacrifices dans tous les sens. Mhm. Il faut d'abord accepter de travailler pour son pays. Mhm. Il faut accepter également de jouer son rôle. Il faut accepter aussi de respecter les règles du jeu. Les règles du jeu. Oui, Il y a des règles, donc. il y a des règles du jeu. OK? Dans un pays, Mhm. il y a généralement soit une constitution Mhm. qui définit le cadre général dans lequel ce pays fonctionne ou doit fonctionner. Ces institutions Mhm. doivent fonctionner. Leurs rapports sont définis. Mhm. Les règles du jeu précisées. Les uns et les autres doivent comprendre qu'il est important Mhm. que
chacun apporte sa contribution pour que l'intérêt général puisse être sauvé. Ok, ça c'est l'idée essentielle du livre. C'est l'idée essentielle du livre. Si ma mémoire est bonne, dans la dédicace, j'ai dit, je n'ai pas en tête la phrase exacte, mais j'ai dit, bon, c'est une contribution en direction de la jeunesse, pour qu'elle accepte, elle aussi, de consentir sa part de sacrifice pour l'intérêt général, afin que ce pays puisse connaître de nouvelles espérances. En 2015, en novembre 2015, vous quittez le CDS Rama, le parti que vous aviez vous-même formé. Comment est-ce que vous apprenez déjà la nouvelle? Je n'ai pas quitté le CDS Rama. Un processus a été engagé visant effectivement à retirer la direction du parti de mes mains. J'ai fait des recours, d'abord administratifs, puis des recours judiciaires, et puis ça n'a pas abouti. Mais c'est possible ça? Mais ça a été possible pour mon cas, oui. Wow. Mais vous êtes venu au Niger quand, vous, là? En tout cas, récemment. Ah bon? Oui. Ah, vous étiez ailleurs? Non, j'ai vécu toute ma vie au Niger. Mais c'est connu de tous. Il y a eu des crises politiques ici. Beaucoup de partis ont connu plusieurs situations. Bon, CDS Rama aussi a connu des situations comme ça. Et moi, mes convictions, mes engagements sont toujours les mêmes. Quand il y a une situation, d'abord, il faut trouver une solution par le dialogue, par les discussions, etc. Et si ça ne va pas, bon, demander l'arbitrage à travers les voies appropriées, notamment la justice, etc. Okay. On est passé par tout ça. Oui. J'ai été jusqu'à la Cour de justice communautaire de la CEDEAO. Ah oui. Et puis finalement, on ne m'a pas donné gain de cause. Et puis, bon, j'ai fini par abandonner. Mais on voit que quand même vos convictions étaient restées les mêmes. Parce que même après Toujours. CDS, jusqu'à très récemment, il y a RR Tchengi, par exemple, qui est né. Oui. Oui, RR Tchengi. Vous savez, la nature, dit le savant, a horreur du vide. Effectivement, il y a des citoyens nigériens qui sont venus me trouver pour me dire « Ah, nous savons que vous êtes victime d'une injustice. Mais nous ne pouvons rien faire pour vous. Nous vous demandons de venir. Nous allons travailler avec vous. » Et c'est comme ça que finalement, bon, je me suis retrouvé approché par plusieurs partis politiques qui m'ont proposé d'être leur candidat. Et puis, bon, après mûre réflexion, j'ai dit, bon, écoutez, si c'est pour l'intérêt de notre pays, on y va. Et c'est comme ça que finalement, un nouveau parti est né. Et l'autre parti est resté de l'autre côté. Mais vous savez, ce ne sont pas les partis qui font les hommes. Ce sont les hommes qui font les partis. C'est pas la beauté du nom d'un parti qui fait que ce parti-là recrute beaucoup de militants. C'est pas, je sais pas, d'autres critères qui font que non. Les gens, ils jugent, ils apprécient en fonction de la situation, en fonction des personnes. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que les institutions ne valent que parce que valent les personnes qui les animent.
C'est aussi simple que ça. Machallah. Machallah. Excellence, beaucoup de jeunes vont regarder cet épisode. En tout cas, beaucoup de Nigériens regardent cet épisode, des Nigériens ici au Niger et dans la diaspora. Si aujourd'hui, vous pouvez leur transmettre un message, peut-être en une phrase, qui va marquer leur vie à tout jamais, quel serait ce message? Ce message serait que vraiment, toute personne doit se dire qu'elle est en grande partie responsable de ce qu'elle fait. Ok. Et que chacun peut atteindre ses objectifs dans l'intérêt général du cadre dans lequel il se trouve. Je me suis dit que il y a des valeurs avec lesquelles il faut travailler. D'abord, reconnaître la responsabilité de chacun des citoyens à contribuer pour le bonheur collectif. Pas pour son intérêt personnel. Non, pas pour son bonheur personnel uniquement. Non. Chacun a quelque chose à apporter dans une communauté. Chacun doit pouvoir trouver le domaine dans lequel il peut modestement contribuer, sans compromettre, disons, la vie de l'ensemble de la communauté. Je crois aux valeurs du travail. Ah oui. Il faut travailler. Travailler pour soi-même. Travailler pour son pays. Ne pas chercher les raccourcis faciles. Ne pas chercher les gains faciles. Ne pas chercher à tricher pour son propre intérêt au détriment de l'intérêt général, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. À ça, j'y crois. Si on veut donner à notre pays des perspectives nouvelles, si on veut donner de nouvelles espérances, il faut faire en sorte qu'on développe chez chacun de nous, surtout nos enfants, nos petits-enfants, un certain nombre de valeurs. D'abord, le respect d'autrui. Ensuite, la nécessité de travailler. Parce que le travail permet de se réaliser, permet de créer, permet de construire, permet de bâtir, permet d'avancer. Et de faire en sorte qu'on évite tout acte susceptible de compromettre le vivre ensemble. Ça, c'est une conviction profonde. D'aider à chaque fois que l'on peut aider, dans la mesure du possible. Oh. C'est pour cela que moi, personnellement, je ne sais comment, je me suis toujours retrouvé dans des situations, soit comme vous m'avez posé des questions depuis ma jeunesse, des associations d'entraide, de solidarité, des trucs mutuels, etc., pour contribuer à réduire les souffrances, pour contribuer à réduire l'ignorance, pour contribuer à... Tout à l'heure, vous avez parlé d'associations que j'avais animées avant. C'était ça. Oui. Ça donnait des cours, ça donnait des cours, par exemple, de conduite automobile à des jeunes. Ah oui? Ah oui, 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 absolument. Vous avez une voiture, elle sait conduire. Lui, il a de l'argent. Elle ne sait pas conduire. Vous amenez la voiture pour 1 heure. Elle se met au volant. Elle sait conduire. Lui, il donne un peu d'argent. Et elle va se retrouver avec un véhicule, avec quelqu'un qui va l'aider à conduire, avec quelqu'un qui a mis un peu d'argent dans le... Et au bout de quelque temps, elle va avoir son permis de conduire. Une association où chacun contribue un petit peu. Et puis, on fait quelque chose pour aujourd'hui elle, demain ce sera lui, soit dans le même domaine, soit sur un autre domaine, etc. C'est comme ça.
l'entraide mutuelle. C'est ça. Aussi bien dans le domaine de la vie courante. Par exemple, il y en a qui, au début, étaient des jeunes chômeurs, Oui. qui ont réussi à apprendre à pianoter un ordinateur. Et ils ont pu trouver du travail de secrétaire dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ouais. D'autres étaient des gens qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. Et on a créé un cadre qui leur permet de recevoir des cours de personnes qui, elles, ont un niveau plus élevé et qui peuvent donner un peu de leur temps pour, etc. Et puis, c'est parti. Et on a créé des clubs comme ça, un peu partout. Et puis, l'association a marché avec les... Et quand vous prenez maintenant sur le plan politique, c'est pareil. Hein? Les valeurs qu'on a défendues, c'était toujours des valeurs du travail, des valeurs du respect d'autrui et des valeurs qui permettent, disons, d'avancer et d'éviter soit l'oisiveté, soit les excès, soit etc. À ça, j'y crois. Excellence, si votre fils aujourd'hui, bon, l'un de vos fils, décide de se lancer en politique, est-ce que vous le laisseriez faire d'abord? Ben, vous savez, les choix de s'engager dans telle activité ou telle autre activité sont des choix personnels. Ah oui, oui. Moi, ce ne sont pas mes parents qui m'ont dit « vas-y faire de la politique ». Non. Mais là, la question, elle va beaucoup plus dans le sens où vous avez servi le pays en politique. Et vous connaissez les réalités et tout ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous laisseriez votre propre enfant s'engager dedans? Mais l'engagement, il est individuel, hein, il est personnel. Si vous avez un enfant, dès qu'il atteint la majorité, il devient civilement responsable. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le conseiller de par vos expériences ou de par ce que vous avez vécu, vous. Et ça lui permet un peu de cheminer et d'évoluer dans la vie. Et c'est pour cela que j'ai fait le petit essai auquel vous faisiez allusion, refonder la gouvernance démocratique au Niger. Je l'ai fait justement pour la jeunesse, de manière à ce que les gens comprennent la nécessité de contribuer à un meilleur vivre ensemble dans notre cher pays, le Niger. Excellence, une dernière question. Si vous deviez revivre un moment précis de votre vie et le changer, quel serait ce moment? Oh, Dieu seul sait. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que chaque jour est une vie. Avant-hier ne peut pas être comme aujourd'hui. Et demain ne peut pas être comme aujourd'hui. Ainsi va la vie. Vous ne voudriez rien changer, vous assumez tout ce qui se passe et vous restez reconnaissant. Vous acceptez tout. Si. C'est pour ça que je vous dis, chaque jour est une vie. OK. Qui est différente de la précédente. Mais pour ceux qui en sont conscients, on doit savoir tirer les leçons de son passé. OK. Vous corrigez les erreurs dont vous avez pu prendre conscience et vous améliorez les bienfaits et les éléments positifs que vous avez pu réaliser. Il y a un adage bien de chez nous qui dit « Duk wanda ya ɓata ya sani, duk wanda ya gyara ya sani shi ». Ainsi va la vie. Il faut savoir tirer des leçons du passé de manière à ce que le présent soit meilleur que le passé et que l'avenir puisse être encore meilleur que le passé. Dans ma vie, aussi bien personnelle que dans ma vie professionnelle, bon, je dois dire que j'ai eu la chance de me trouver à des moments où je me trouve à innover. À innover. Donc,
Vous parliez des contacts ou des relations avec, par exemple, le président Kounché. Moi, je me suis toujours trouvé dans des innovations. Faire quelque chose de nouveau. Créer quelque chose. Donc, je vous ai cité quelques exemples. Quand nous étions jeunes, nous étions étudiants pas conscients. Et même dans la vie administrative, dans la vie professionnelle, je me suis retrouvé comme ça. Le président Kounché m'avait nommé directeur de l'informatique sans que moi je le connaisse ou que je n'ai aucun contact avec. Avec l'informatique. Oui, oui. C'est la même chose lorsque je me suis retrouvé nommé directeur de la statistique et de l'informatique. Parce que avant, c'était la direction de la statistique et de la mécanographie. Par la suite, en 1980, en revenant du boulot, quelqu'un qui faisait clando chez moi me dit, mais comment? Toi, tu es cachotier comme ça. Il y a des bonnes choses qui se passent là, et puis tu ne nous dis pas. J'ai dit, des bonnes choses comme quoi? Il dit, ah bah, tu vas pas me dire que tu ignores ça. J'ai dit, mais il s'agit de quoi? Il dit, mais la radio vient de dire que tu es nommé directeur de l'informatique au ministère du Plan. Directeur national de l'informatique au ministère du Plan. Je dis, mais c'est avec vous que je l'apprends. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Et ça s'est passé comme ça. Ça n'existait pas ici au Niger. Oui. Je suis parti au ministère. Je trouve un de mes collègues qui me dit, ah, mais il faut aller voir le secrétaire général du ministère. Je vais trouver le SG, il me dit, ah, ça là, nous aussi on a appris ça, il faut aller trouver le ministre. Je trouve le ministre. Il dit, oui, oui, il y a eu un conseil des ministres, et puis le président a cherché un CV, on a eu tout ça là, et puis c'est tombé sur vous. Je dis, ah, c'est parti comme ça. Je l'ai créé. Beaucoup de gens ici au Niger, à l'époque, en 1980, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, ignoraient c'est quoi l'informatique. Nos courriers, quand ils arrivent, ils vont au ministère de l'Information. C'était l'information. C'est eux qui disent, ah non, mais c'est informatique, c'est pas information. Et on nous amène ça là. Et on a monté ça de toutes pièces. Ah oui. C'est devenu fonctionnel. Et puis je me suis rendu compte que moi, j'ai pu trouver 2 programmeurs, 2 analystes programmeurs, 2 opérateurs. Et puis, bon, nous nous sommes mis au travail. Et on a donné corps et forme à ça. J'ai pas de table, j'ai pas de chaise, j'ai pas de bureau. Ça a traîné pendant un certain temps. Je suis parti à Katako, prendre des gaillards pour dire, venez, vous allez m'aider. C'est quel travail que nous allons vous faire? Il dit, quand on viendra, vous... Oui, mais comment vous allez nous payer? J'ai dit, si on vous prend pour une journée de travail avec un maçon ou avec... On vous donne combien par jour? Ils ont dit un chiffre. J'ai négocié. Ils ont dit d'accord. Nous sommes mis d'accord. Il y avait une petite trottinette, 2 portières, une Volkswagen à l'époque. Je les ai mis dedans. Nous sommes partis. J'ai fait le plan de l'ensemble du bâtiment. Oui, qui est derrière la présidence. Où se trouve l'INS actuel. Donc, j'ai fait le plan de l'existant et le plan objectif où on veut atteindre, etc. Et puis, je leur ai demandé de me déplacer les chaises, les tables, les machines. J'ai réorganisé l'ensemble du bâtiment. C'est comme ça que j'ai dégagé des bureaux pour moi. Des bureaux pour secrétaire, des bureaux pour 2 ou 3 collaborateurs. Et nous avons démarré comme ça. L'INS qu'on voit maintenant. Ah oui, oui. Ok. Ah, mais ça, c'est l'Institut. Voilà. Celui-là aussi. Si vous fouillez, vous allez trouver les propositions que j'avais eu à faire à l'époque sur le développement de l'informatique au Niger. À peine ceci était plus ou moins terminé, 4 ans après, là aussi, j'apprends que j'ai été nommé directeur du bureau organisation et méthode au cabinet du Premier ministre, avec rang et prérogatives
de conseiller du Premier ministre. Maintenant quoi? Chima, la même chose. Je suis parti, je me suis présenté, et puis le Premier ministre me dit, bon, il y a notre salle de réunion là, il faut commencer par travailler là. J'ai demandé, bon, avec qui je vais travailler. Il dit, donnez-nous les profils avec lesquels vous souhaitez travailler. Donc, j'ai donné quelques profils. Entre autres, j'ai demandé que si je peux avoir des sortants de l'ENA 2. OK. Il dit, mais moi, je veux les meilleurs. Ceux qui, cette année et l'année passée, sont sortis les premiers de la promotion. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 2, Ider Adamou, Hassan Ali. Peut-être que vous les connaissez. Et on a commencé comme ça. Chima. De là, j'ai dit, mais si le Premier ministre, il nous faut avoir des tables, des chaises et tout ça. Il dit, bon, écoutez, vous commencez avec ça. J'ai dit, mais c'est ici que vous traînez les conseils de cabinet avant d'aller au conseil des ministres. Il dit, oui. Il dit, mais on ne fait pas les conseils tous les jours. Pendant que nous, les gens utilisaient cette salle. Je me suis accommodé. Et puis, chemin faisant, j'ai soumis un plan d'un bâtiment sur un terrain que j'ai identifié, qui est juste de l'autre côté de la primature. Et en attendant que tout ceci soit fini, je suis parti trouver le ministre du Commerce, qui était un ancien promotionnel à moi, peut-être que vous le connaissez aussi, Amadou Nou, qui fut ministre, qui fut trésorier général, etc. J'ai dit, mais dans ce bâtiment de la BDRN, je vois qu'il y a plusieurs bureaux vides, libres. Il dit, oui. Il dit, mais tu ne peux pas me passer quelques bureaux pour que je puisse m'installer? Parce que voilà, je viens d'être nommé directeur du BOM, mais il dit, d'accord, je vais regarder. Donc, après, il me fait signe. J'informe mes camarades, il y a un bureau au 3e étage par là, un autre au 5e par là, et un autre au... J'ai réuni mes collaborateurs, j'ai dit, mais c'est le directeur, on ne peut pas travailler comme ça. Un bureau par-ci. Bon, j'ai cherché, j'ai dit, mais attendez, même si on nous regroupe, nous n'allons pas être dans une même salle pour travailler. Chacun va être à son bureau. Ah oui, mais l'étage là, il y a les ascenseurs. Et puis même s'il n'y a pas d'ascenseur, si c'est entre deux, ça vous fera du sport. On a rigolé, tout ça. On s'est installé là. Et quand le bâtiment proposé, tout ça a été conçu, avant qu'on ne déménage, donc la commission centrale des marchés a été installée. Juste la rue qui est perpendiculaire à l'axe qui va du rond-point de l'hôpital à la présidence, celle qui est perpendiculaire là, de l'autre côté. Et puis, bon, là aussi, le BOM a évolué, il a développé tout ça. C'est devenu une commission de réforme administrative, chaîne de l'État, réorganisation de l'État, etc. C'est-à-dire, le travail est important. Quand on a un objectif, il faut s'organiser pour travailler et atteindre cet objectif avec des ressources matérielles, financières, humaines et informationnelles. Vous allez avoir le résultat à la mesure de l'effort fourni. Il ne faut jamais se décourager. C'est ça mon principe. Et j'essaie de partager ces valeurs-là, justement, à la jeunesse.
entreprises, une terre d'agriculture. C'est l'accueil, c'est aussi l'entraide, mais c'est aussi la beauté. La gastronomie conservatrice, le pays de la mode. L'opportunité, l'amitié et le rêve. Vous savez, j'ai l'habitude d'expliquer à mes étudiants dans les techniques quantitatives de gestion. Beaucoup d'enseignants vont vous développer beaucoup de théories. Mais je leur dis, retenez les éléments simples suivants. Gérer, c'est 3 choses. C'est d'abord avoir un plan pour atteindre ces objectifs, les objectifs qu'on a fixés. C'est planifier. 1. Deuxièmement, c'est mettre en application ce plan, c'est-à-dire exécuter ou mettre en œuvre ou implémenter. Les enseignants, les profs, des fois, fatiguent les étudiants avec plusieurs termes que l'on peut simplifier. Et le 3e point, c'est contrôler. Donc, vous planifiez, vous mettez en œuvre ce que vous avez planifié. Et ensuite, vous évaluez pour voir si ce que vous avez planifié est atteint ou pas. C'est presque atteint, c'est totalement atteint, non, c'est pas du tout atteint. Maintenant, vous prenez les dispositions pour corriger. Et vous revenez corriger votre plan. Puis ensuite, vous mettez en œuvre. Ensuite, vous vous arrêtez pour évaluer. Eh bien, un pays, il faut une approche comme ça aussi. Il faut avoir une vision, il faut avoir un programme, il faut avoir un plan pour les différents domaines, pour les différents secteurs. Puis ensuite, prendre les dispositions pour mettre ça en œuvre. Vous allez voir que ici vous avez réussi, là vous avez moins réussi, là vous avez totalement échoué, et là vous évaluez, vous contrôlez. Vous recherchez les sources de vos erreurs ou de vos insuffisances. Vous corrigez. Et vous replanifiez à nouveau. Tout à l'heure, il avait parlé de la question de la rébellion. Mais moi, j'ai utilisé ces méthodes. Oui, je veux qu'il y ait la paix. Comment avoir la paix? Il faut amener les différents participants à se retrouver, à parler, et qu'ils trouvent le plus petit commun dénominateur. Vous allez me dire que je reviens aux mathématiques encore. Et ensuite, voir au juste comment y arriver. Et on met ça en œuvre avec eux. Et puis, au bout d'un certain... Ah oui, si vous faites sans eux, ça ne les engage pas. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Et à la fin, on s'arrête, on évalue. Et puis, s'il y a des insuffisances, on corrige. Et puis, on replanifie, on exécute. Au bout du temps consacré, on s'arrête, on évalue. Et ça, là, vous pouvez le faire si vous avez un magasin que vous gérez. Vous planifiez. Et ce que vous avez planifié avec des objectifs qu'il faut atteindre, vous vous arrêtez. Vous mettez ça en œuvre.
Vous évaluez. Ensuite, vous vous arrêtez, vous évaluez et vous voyez les écarts. Et vous prenez les dispositions pour corriger ces écarts. Vous allez être un bon gestionnaire. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, tu es dans une barque. Vous êtes d'origine béninoise. Yes. Vous êtes sur le fleuve. Et puis vous ne savez pas là où vous allez, vous êtes dans une barque. Mais si vous savez là où vous allez, avec votre boussole, vous orientez, les vents forts, vous savez qu'il faut lutter davantage. Les vents forts contraires qui ont tendance à vous éloigner de votre objectif. Les vents qui sont favorables, qui vous permettent d'aller plus rapidement là-bas. Si vous savez là où vous allez, vous vous organisez de manière à atteindre vos objectifs en termes simples. Merci, Excellence, Je vous en prie. pour votre temps. C'est moi qui vous remercie.